Donc, nous devons, je dis éventuellement, je retire éventuellement, nous devons contribuer à la rédaction de la garantie d'actifs et de passifs, même si elle est généralement et souvent rédigée par un avocat. Notre audit doit permettre de peut-être de renforcer certains points la garantie, hein, qu'on appelle souvent la GAP, garantie d'actifs et de passifs, en listant les points particuliers pour sécuriser l'acquéreur. Et puis nous devons bien sûr apprécier, quand on conseille un client, la validité de son projet avec le business plan qu'il aura établi, puisque au-delà de l'acquisition, au-delà d'une signature, c'est un vrai projet économique, social, qui se signe. Et donc, notre rôle d'expert, ce n'est pas uniquement de regarder si la comptabilité du cédant est propre, mais bien d'apprécier des valeurs, d'apprécier des risques et d'apprécier la capacité de transmission et de viabilité du projet. Voilà, au niveau et bien sûr, aussi, ça mérite aussi d'être ajusté dans un calendrier dont généralement, on voit ici les 4 phases. Un, le pré-diagnostic qui permet de signer ce qu'on appelle la lettre d'intention, la LEI, et qui génère la possibilité de faire l'audit. Et après l'audit et la négociation, le closing, c'est la signature de la transmission définitivement. Alors notre projet à nous, notre idée, avec Frédéric qui va intervenir dans quelques instants, c'est de faire évoluer cette mission d'acquisition, qui est une mission qui est one-shot, hein, qui est un audit avant l'acquisition et nos conclusions et nos recommandations pour la GAP et la signature, d'en faire une mission non pas one-shot, mais permanente, avec un accompagnement derrière. D'autant que la crise sanitaire évolue, ce que l'on pensait devoir durer quelques semaines s'installe un peu, beaucoup même, dans nos vies. Et donc, il y a peut-être des choses que nous pouvons apporter à l'acquéreur. Et si on passe au slide suivant, on va pouvoir apporter quelques plus à nos clients par une présence permanente. Je rappelle quand même que toutes les entreprises n'ont pas un expert comptable. Il ne s'agit pas, quand on est conseil de l'acquéreur, de voir les choses en passant, mais vraiment de le conseiller et pour qu'il réussisse son projet derrière. Au-delà des aspects de valorisation et d'audit, c'est vraiment de pouvoir l'aider, vraiment, je ne vais pas être garant, mais presque de sa réussite, sur des endroits où on n'est pas toujours présent. C'est que l'aspect comptable, c'est l'aspect économique du projet, et on sait bien que souvent les aspects RH sont conséquents. Souvent, nous regardons trop les aspects, enfin trop, oui, facilement les aspects financiers, et on oublie quelquefois, on ne donne pas assez d'importance aux aspects RH ou production ou organisation. Et là, il y a vraiment une opportunité pour nous d'apporter un vrai plus, des vrais plus aux clients. Ça veut dire aussi que dans notre équipe d'intervention, suivant la taille, on peut être seul ou à plusieurs, mais que l'on ait vraiment ces compétences-là. D'où l'importance de la formation, d'où l'importance de l'expérience, d'où l'importance de travailler à plusieurs si on n'est pas à l'aise, mais on est, je dirais, entre guillemets, condamné à réussir. Et notre client qui nous fait confiance, qui nous confie une mission d'audit dans la période actuelle, le mérite bien, comme on dit chez L'Oréal. Et en plus, et j'en aurais terminé pour cette introduction, c'est que la période que nous vivons va générer beaucoup de transmissions. Vous avez tous des clients qui sont, pour certains, en difficulté, qui veulent arrêter parce que la crise les a fatigués. Ils vont être transmettre plus tôt que prévu. Et puis, il y a donc aussi des opportunités. La crise, c'est aussi des opportunités pour ceux qui, justement, peuvent reprendre des entreprises. Donc, il va y avoir cette année beaucoup d'opportunités. À nous d'être vigilants, compétents, ouverts et faire savoir à nos clients notre compétence dans ce domaine-là. On va maintenant passer à la suite. Et nous, au point d'analyse, je laisse la parole à Frédéric Turbat. Merci. Alors effectivement, sur cette
sur cette approche, on va voir que l'audit d'acquisition n'est pas révolutionné dans son principe, mais en revanche, l'incidence ou les incidences du Covid, alors j'ose même pas l'appeler Covid-19, on pourrait même presque dire Covid-20, est significative dans notre approche, à la fois parce qu'il y a un certain nombre de sujets que l'on va pouvoir ou devoir approfondir, mais aussi parce que ça nous permet, nous, en tant que professionnels, d'élargir notre champ d'intervention. Et c'est vrai que j'oserais presque dire, à la faveur de la crise, notre profession peut s'en sortir. Alors, je mets ça avec 25 guillemets, évidemment. L'idée n'est pas de surfer sur une vague particulièrement positive ou d'être à contre-courant, mais on est vraiment dans une démarche où notre profession peut trouver un intérêt à la fois pour nos clients et pour le développement nous-mêmes de nos cabinets. C'est un peu d'ailleurs comme ça qu'on a conçu ce support, qui est à la fois d'apprécier quels sont les sujets sur lesquels il va falloir insister, travailler de manière différente sur cette partie, cette phase d'audit d'acquisition, en même temps retirer toute la substantifique intérêt pour notre profession et pour les missions que l'on va dérouler. Donc la crise économique, pandémique, enfin on va l'appeler la crise au sens large, a une incidence évidemment sur la trésorerie de la structure que l'on accompagne à reprendre ou à céder. Le modèle économique peut être un peu bouleversé. Et donc, tout le monde se dit, la valorisation, ça va être divisé par deux. En fait, on n'est pas du tout dans cet univers-là. Et donc, on va traiter à la fois la présence de la crise aujourd'hui dans notre audit, mais aussi un nouveau risque que l'on traitait relativement peu, à part quelques sujets très techniques ou technologiques dans certaines sociétés, mais qui était le fait de savoir si la pérennité de l'activité pouvait demeurer en vertu d'une éventuelle apparition d'un Covid 23, 24 ou 28. Voilà, donc apprécier ce sujet-là également. Donc, on va devoir arriver sur des thématiques qui sont un peu nouvelles ou un peu différentes. On va forcer les points de procédure. Vous allez voir qu'il y a des sujets qui sont extrêmement pratiques et même presque réglementaires aujourd'hui sur l'aspect des procédures. Apprécier les évolutions de l'organisation ou organisation à venir. Et puis, on a voulu faire un petit focus sur quelques sujets, quelques points pour compléter notre rapport d'audit en prenant une ossature assez traditionnelle, mais qui a quelques ajouts. Alors, en termes d'analyse de procédure, on est dans une démarche où il se peut que nos clients aient des difficultés face à l'exécution de leurs contrats, que ce soit des contrats d'approvisionnement, des contrats avec des fournisseurs. Donc là, on rentre à la fois dans un travail qui consiste à analyser les éléments classiques d'audit tels qu'on les connaît lorsqu'on lance une mission d'audit, que ce soit légale ou d'acquisition, sur la pérennité des actifs, sur la pérennité de l'activité face à des approvisionnements, par exemple, mais doté d'un petit complément qui est quid de demain et est-ce que nos contrats ont prévu ce type de situation. Maintenant, ça fait presque un an qu'on est dans cette crise, donc on ne peut plus parler de cas de force majeure ou de situations imprévisibles, imparables et imprescriptibles. En revanche, on peut parler de la manière dont la société, qui serait peut-être à vendre aujourd'hui ou que l'on accompagnerait vers la cession, a pris en compte ou a intégré ces sujets-là et la présence, la durée de la crise. Autre sujet, et là aussi on y voit presque un avantage, oserais-je dire, dans nos missions et dans nos développements de nos cabinets, la présence du RGPD. Alors tout le monde, évidemment, toutes les PME, tous nos cabinets sont aux normes depuis le mois de mai 2018, il y a 100 ans, mais si d'aventure il restait un ou l'autre de nos clients qui ne serait pas complètement aux normes, accompagner un repreneur comme accompagner un cédant nous oblige aujourd'hui à avoir une vision claire sur, au niveau du RGPD, où en êtes-vous. Ce d'autant plus que depuis le 16 mars 2020, 17 mars pardon, 2020, date du premier confinement, tout le monde est passé en digital, tout le monde est passé sur Zoom, sur Teams, sur GoToWebinar ou autre, que les sécurités n'ont pas forcément été clairement définies, que tout le monde s'est échangé des fichiers avec des clés USB, avec des drives, des Dropbox et autres domiciliés parfois en dehors de la communauté européenne. Donc on se trouve dans une vraie problématique nouvelle qui est comment s'applique le RGPD aujourd'hui dans les sociétés que l'on va prendre, que l'on va revendre ou que l'on va accompagner vers un projet de reprise. Et là, de fait, il y a une mission complémentaire à développer, ne serait-ce que, là, vous avez listé 3 questions, et encore, là, c'est 3 questions minima. Et pour avoir expérimenté ce sujet-là, à la fois sur des clients, j'allais dire, traditionnels de mon cabinet ou des missions de reprise, déjà, à ces 3 questions-là, souvent, on a un blanc. Hein, et, quand on est en visio, c'est vite lourd.
Est-ce qu'on a un registre de traitement? Est-ce que quelqu'un a été désigné comme un délégué de la protection des données? Est-ce qu'on a ne serait-ce que des critères de conservation? Je ne suis pas encore rentré dans est-ce que les mots de passe sont changés régulièrement? Est-ce qu'on a une question de sécurité informatique? Voilà, donc il y a des minima qui aujourd'hui sont incontournables. J'allais presque dire, avant le premier confinement, on faisait un audit d'acquisition, on ne s'intéressait pas trop au RGPD, ce n'était pas dramatique. Réglementairement, ça l'était, mais dans la pratique, les PME, TPE n'étaient effectivement pas dans cette démarche-là. Aujourd'hui, ça devient un élément incontournable et nous avons un rôle. Alors, j'ouvre une petite parenthèse un peu en dehors peut-être du sujet, mais nos missions RGPD, on sait diligenter, un expert comptable sait diligenter une mission RGPD dès l'instant où il sait analyser du contrôle interne, j'allais dire de base ou classiquement. Donc on est vraiment dans une dynamique nouvelle, notamment sur la partie revue de procédure et dans le cadre de l'audit d'acquisition. Autre sujet en place, dans cette partie procédure, la question du protocole sanitaire. Tout à l'heure, j'évoquais l'aspect réglementaire ou quasi-réglementaire. Si on lit les directives de la Directe, et je pense que vous avez tous reçu sur vos boîtes mail professionnelles le nouveau plan d'activité donné par la Directe en fin de semaine dernière, il précise clairement qu'on est en télétravail à 100%, hormis un jour par semaine, maximum à la demande du salarié. C'est un des exemples. Et je ne parle pas de nettoyage des bureaux et des procédures sanitaire, de distanciation, etc. Aujourd'hui, une structure qui est à reprendre doit être en conformité sur ce sujet-là, ou doit être en capacité d'être en conformité dans un terme relativement proche. On est presque aussi dans le schéma du RGPD. Ce n'était pas un sujet qu'on avait en tête forcément. Évidemment, aujourd'hui, la pandémie étant là, la pandémie durant, la crise durant, peut-être un Covid, je ne sais, 23-24 risque-t-il de nous tomber sur le coin de l'ordinateur. Nous devons avoir cette approche-là aussi. Est-ce qu'il y a un plan d'activité? Est-ce qu'on est en conformité avec ce que dit la Directe? Quelles sont les incidences au niveau humain? Et on sait que, ça c'est un peu moins dada, mais on sait que une réussite d'une acquisition d'entreprise passe à 90% par l'aspect humain. Les questions de valorisation, les questions de montage juridique, de fiscalité, c'est des sujets sérieux, évidemment, à ne pas négliger. Mais ce n'est pas ça qui va faire que la reprise derrière sera forcément bonne dès l'instant où les fondamentaux sont là. Quand il y a un CSE, il y a des sujets évidemment intéressants à prendre en compte. Et et là c'est un des points, mais on en a d'autres sur d'autres questions, notamment financières, l'aptitude à pouvoir résister à une nouvelle crise ou à une crise du Covid-19 qui durerait un peu jusque peut-être 2022, on ne sait pas. Et là, ça joue pour nous parce que dans notre mission, de fait, il y a une question qui peut jouer sur la valorisation. Il y a peut-être une mise en conformité relativement conséquente qu'on va devoir mettre en place, et donc par des investissements, par un processus de télétravail, de procédures et autres qui peut générer des coûts. Et ça a aussi une incidence sur le business plan de reprise, évidemment. Et là, que l'on conseille le cédant ou que l'on conseille le repreneur, cette question-là intervient aussi parce qu'elle va inévitablement à un moment arriver dans la négociation. Dans la négociation, parce que il va falloir peut-être amender, et je mets des guillemets cette formulation-là, amender, je ne dis pas détruire, mais amender la valorisation, ou aussi voir comment on va devoir supporter les investissements et les coûts nécessaires. Et là, donc, on en retire que notre mission, nos missions d'audit d'acquisition sont d'autant plus significatives que des champs nouveaux s'ouvrent, et des champs nouveaux dans l'idée, dans l'esprit du devoir de conseil, dans l'esprit de ce qui fait notre déontologie aujourd'hui, qui est d'aller conseiller notre client qui va reprendre une activité. On doit avoir ce sens-là ou cette préoccupation sur les missions, sur les procédures RGPD, les procédures de mise en conformité sanitaire. Et j'ai même dire, on peut dupliquer aussi ces sujets-là sur tous nos clients traditionnels. Alors, il y a des questions de coûts, évidemment, il y a des questions de temps, il y a des questions. Il s'entend, mais ça peut aussi être un sujet pour le développement de nos cabinets, presque au-delà de la question de la transmission et la question d'accompagnement de nos clients vers un processus de cession. On vous a listé quelques sujets en matière d'organisation, c'était le deuxième point qu'on voulait évoquer. En matière d'organisation de la cible, on va aussi devoir traiter un certain nombre de points qui vont avoir une incidence sur le business plan, sur des coûts à avoir, sur des coûts présents et des coûts futurs, et aussi sur la mise en place de données humaines. Les relations avec le CSE, c'est un sujet qui est extrêmement important. La manière dont a été anticipée la crise sanitaire ou dont est traitée la crise sanitaire en termes de relations humaines est un sujet essentiel.
Est-ce qu'on a mis en place des procédures particulières pour apprécier la cohésion de l'équipe, pour la reconsolider, oserais-je dire, étant entendu que si on est dans une situation, je prends un exemple très précis, mais qui se rencontre aujourd'hui dans beaucoup de sociétés qui vont être à reprendre, on est en situation de télétravail quasi exclusif pour tout le monde, et un passage de transmission, un passage de témoin entre un dirigeant, peut-être un fondateur, peut-être très charismatique, avec un repreneur qui n'est connu de personne. Déjà, c'est un sujet particulier. On parle même de phase de deuil pour les salariés qui quittent un employeur qu'ils connaissent peut-être depuis le XXe siècle et qui vont être maintenant gérés et dirigés par un autre, mais a fortiori dans un contexte où on se parle par écran. Donc ce sujet-là est particulièrement à traiter, le sujet humain. Autre point qui touche l'organisation aujourd'hui, évidemment, le financement. Et là, on voit arriver un sujet qui va être à la fois la mutation de la relation entre le cédant et le repreneur. Tout le monde a intérêt à ce que ça fonctionne bien, cette affaire, pourrais-je dire dans un langage parlé. Tout le monde a intérêt à ce que l'opération de cession et de reprise aille à son terme et se passe convenablement aux intérêts de tous. Et donc, le PGE peut être un facilitant. Est-ce qu'on a intérêt, en processus de cession, à demander le PGE, à le conserver, à le rembourser? La question se pose aujourd'hui sur des PGE qui ont été octroyés en mai, juin, juillet 2020, qui vont être, le cas échéant, à rembourser avec la possibilité de ce que nous a dit notre ministre des Finances de différer d'un an sans expliquer pourquoi. Ça fait partie du sujet et pour le coup, la relation cédant-repreneur prend une tournure nouvelle, de savoir comment on va traiter cette question du PGE, comment on va traiter la question des comptes courants, comment d'ailleurs va aussi arriver le sujet de, et là je déborde sur le deal d'acquisition, mais c'est pour donner une image de la mutation de la relation entre les acteurs principaux d'une opération de transmission, comment on va traiter les comptes courants d'associés, comment on va traiter l'éventuel crédit vendeur et les clauses en out qui vont prendre une saveur et qui prennent déjà d'ailleurs sur les structures en cours de transmission aujourd'hui une saveur particulière. Et nous aussi, on a un rôle là qui déborde un peu de notre rôle juste d'auditeur. On a un rôle de conseil, de réflexion, de montage de plans de financement un peu affinés. Et là aussi, notre présence est particulière vis-à-vis de nos clients. Et puis, il y a un point, évidemment, qu'on va retrouver, alors actif et passif, hein, on ne sort pas de ces questions comptables, la question de la réalité de l'existant. Évidemment, nos créances clients ont peut-être une connotation spécifique. La dépréciation des actifs dans la phase audit d'acquisition doit être regardée avec beaucoup plus peut-être d'acuité. On n'est pas dans le fait que nos clients paient par virement en prélèvement tous les mois, comme c'était le cas il y a un an ou un an et demi. Peut-être y a-t-il des incidences particulières à la fois sur la valeur, sur les capitaux propres de la société à reprendre, mais aussi sur le chiffre d'affaires d'après. Est-ce que les clients vont devenir pérennes? Est-ce qu'on a perdu beaucoup? C'est un vrai sujet. Et un autre point que l'on commence à voir, et d'ailleurs l'URSSAF, je crois, a prévu de sortir du bois là, dans les prochains jours, je crois que c'est la semaine prochaine, me semble-t-il, sur la question des dettes qui ont été différées. Comment on les apprécie, comment elles vont être intégrées dans le business plan de reprise, comment elles sont intégrées peut-être dans la valorisation. Donc là aussi, on a un point particulier à faire. On n'est pas juste dans au 4e trimestre, j'ai mes dettes d'URSSAF et la prévoyance et la mutuelle, ça roule, elles seront prélevées. Non, on a peut-être accumulé un certain nombre de passifs qu'il va falloir régler. Et là aussi, on va devoir faire appel à une relation particulière entre le cédant et le repreneur, parce que sur ce sujet-là, nous, on va pouvoir poser des questions, on va pouvoir alerter notre client repreneur, on va pouvoir essayer de détailler et de mettre en forme dans un magnifique tableau Excel la manière d'apurer ces dettes sociales qui ont peut-être été différées. Mais il va falloir aussi que l'on traite ce sujet-là sur la négociation ultime de la reprise. Et là, on ressort la carte expert comptable, ce qui est aussi un point intéressant parce que on va avoir besoin de nous sur ce sujet-là également. On n'est plus juste dans le fait de dire avec un avocat, les comptes courants sont remboursés dans la semaine qui suit par prélèvement sur le compte machin. On est dans une dynamique de s'assurer de la pérennité de la transmission. Et notamment, il y a peut-être des dettes qui ont été accumulées pendant la période pré-transmission. Comment on les traite? Est-ce que c'est une incidence sur la valeur, sur le décaissement du prix peut-être aussi, sur le calendrier, sur le crédit vendeur? Enfin, il y a différents sujets sur lesquels nous, en tant qu'experts comptables, on a pleine légitimité et capacité à intervenir. En remontant d'un cran, la question de l'exercice global de
la société, de l'exploitation de la société à reprendre, peut être aussi une source de questions, ne serait-ce qu'en termes de pérennité, on l'évoquait, de chiffre d'affaires, en termes d'organisation, en termes de tout l'environnement d'exploitation, les coûts, j'évoquais les locaux, les frais généraux, etc. On a un sujet à traiter qui va être, on n'est plus uniquement dans un business plan de reprise en disant finalement les dirigeants s'en vont, on a de nouveaux dirigeants et l'activité continue telle que. On est forcément dans une appréciation différente de la situation. Et on aura besoin de ça aussi, à la fois pour expliquer, mais aussi pour montrer qu'on y a pensé quand on va s'adresser au réseau de financeurs, de dire on a bien traité le fait qu'on était en situation de Covid, on n'est pas juste dans une acquisition basique et classique, on a besoin d'expliquer que justement on a traité le fait que des clients ont peut-être eu une décroissance aujourd'hui, que le chiffre d'affaires a baissé, mais qu'on est en train d'en récupérer d'autres, et qu'on est même dans la situation où on va avoir des éléments positifs. Autre petit sujet, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va être dans l'interprofessionnel, même si j'ai l'intime conviction que notre métier ressort grandi de ces missions d'audit d'acquisition, notre présence au sein de l'équipe de reprise. Évidemment, la manière de traiter les contrats, peut-être de traiter des remises en cause de contrats ou des résiliations de contrats, on va aussi devoir analyser ça avec nos amis avocats. Et puis, il y a d'autres sujets, là, on a aussi une capacité à être force de proposition. Peut-être d'autres activités sont-elles développables dans la structure que l'on accompagne, que notre client va reprendre, et ça va aussi devoir être un élément intéressant, 1 pour le financement, 2 pour la valorisation, et 3 pour la pérennité du projet, c'est-à-dire le fait que le projet de reprise pourra bien être à la fois dans le calendrier, peut-être dans les prix et la volonté à la fois du cédant et du repreneur. Donc, apprécier, et là aussi, on va devoir peut-être utiliser aussi un peu de data que l'on a dans nos cabinets ou au niveau d'une région, ou ne serait-ce qu'aller chercher des infos pourquoi pas compléter une étude de marché, pourquoi pas apprécier, aider nos clients à apprécier le fait que s'ils passent, je prends un exemple un peu rapide, en tout digital, il va y avoir une évolution significative de son activité. J'en veux pour mémoire mars-avril 2020, on prévoyait que le secteur des librairies allait être un secteur atteint par le marasme et que ça allait être un gouffre financier pour le secteur global de la distribution de livres. Finalement, je crois que le chiffre d'affaires des librairies en France a augmenté de 12 ou 13%, me semble-t-il, y compris du petit libraire de quartier ou des libraires des petites villes. Parce qu'ils ont mis en place d'autres moyens, parce qu'ils ont su développer ce qu'on a appelé pendant un temps, un peu amusé, le click and collect, mais qui est une réalité dans certaines activités. Et aujourd'hui, il est probable que, ou plutôt demain, quand on sera sorti de cette crise qui dure un peu, il est probable que ce type d'activité continue à utiliser ce type de moyens et peut-être trouve d'autres marchés, rentre sur d'autres marchés. Donc on n'est pas uniquement dans la situation où zut, il y a la crise et c'est navrant, on ne pourra rien faire, ou on est forcément dans une situation dramatique. Je parle évidemment de secteurs qui ont une capacité à se développer. Donc, sur ces sujets-là, on est vraiment dans la présence de l'expert comptable comme un rôle particulièrement charnière. Jean-Luc l'évoquait tout à l'heure, l'idée, ce serait de faire passer d'autres audits d'acquisition dans une présence quasi permanente. Alors, je ne vais pas faire des références avec nos missions de commissariat aux comptes, mais une présence quasi permanente parce qu'il y a différents sujets sur lesquels on va intervenir. Et l'évolution de la crise sanitaire fait que, oserais-je presque dire, toutes les semaines, il se passe quelque chose de nouveau, ou sur l'activité elle-même, ou sur le développement de l'activité elle-même, ou même sur les situations d'aide, le différé des dettes sociales, l'arrivée des remboursements de l'URSSAF pour les présidents de SAS, ce qui a été oui, ce qui a été non, ce qui a été re-oui. Enfin, voilà. Donc il y a des sujets sur lesquels on peut être dans une situation oserais-je dire, de présence particulière et avec des fonctions nouvelles. On est beaucoup plus dans l'idée de la prospective, dans l'idée de, une fois le projet de cession acquis, défini, closing fait, notre présence peut être d'autant plus importante et peut-être même, alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller virer notre confrère, on n'est pas dans cette dynamique-là, mais s'il n'y a pas de confrère en place, ça peut aussi être un sujet où on va pouvoir développer une présence qui va au-delà de faire une déclaration de TVA et produire des déclarations fiscales en EDI. Petit sujet sur le rapport d'audit, j'essaie de rester dans le temps, ne m'en veuillez pas si ma formulation est un peu rapide, mais ça
permettra aussi après de traiter sûrement des questions. Petit sujet sur le rapport d'audit. Alors, classiquement, là, je ne vais pas vous refaire les origines du rapport d'audit et la manière dont il a été conçu et dont à peu près tout le monde le traite. On va présenter la mission, on va lui exposer les limites, c'est un sujet qui est assez important, apprécier les risques, et puis tout ce qui aura été découvert, à la fois en termes d'anomalies, en termes de sous-provision, en termes de non prise en compte de tels risques, qui va pouvoir avoir une incidence ou sur la garantie d'actifs et de passifs, comme l'évoquait Jean-Luc tout à l'heure, ou sur la valorisation elle-même, notamment quand on va toucher les capitaux propres et qu'une partie de la valorisation repose sur les capitaux propres, ce qui est le cas dans un certain nombre de situations assez classiques aujourd'hui. On peut même aller jusqu'à la rédaction de la lettre d'intention. Hein. C'est un sujet sur lequel je me bats parfois avec des avocats pour dire bah non, l'expert comptable peut tout à fait rédiger la lettre d'intention. Sur la partie, évidemment, de garantie actif et passif, on va la rédiger à deux, sur la partie du closing aussi. Quand je dis rédiger à deux, ça veut dire que les points majeurs de la garantie de passif, bah, qui est-ce qui va les donner? C'est celui qui a fait l'audit. Donc, c'est plutôt de notre ressort. Et donc, on a des éléments qui vont aussi impacter le business plan de reprise avec, évidemment, toutes les dynamiques juridiques, fiscales, etc. C'est pas social, c'est social, excusez-moi. On est dans un schéma assez classique, mais on va aussi, et là, ça me paraît important, devoir faire des compléments sur des sujets très factuels, sur des sujets très présents du fait de la crise, et peut-être poser des points sur les procédures, on l'évoquait tout à l'heure, le fameux RGPD, la capacité à résister à une nouvelle crise, la manière dont a été organisée l'entreprise. Tous ces sujets-là doivent être listés à la fois dans le cadre de notre devoir de conseil, dans le cadre de nos obligations quasi réglementaires de conseiller nos clients et d'être en bonne position pour lui donner la bonne information et dont il a besoin pour prendre une décision éclairée face à la reprise, mais aussi parce que réellement, il y a un vrai sujet de développement derrière de la structure qui, si ces points-là n'ont pas été traités, n'ont pas été suffisamment notés, peuvent porter un préjudice au phénomène de reprise. Je trouve intéressant aussi dans notre rapport d'audit, ça fait partie, ce sont des suggestions bien évidemment, hein, on n'est pas dans les recommandations de l'ordre. Je trouve intéressant dans ces rapports d'audit aussi d'aller jusqu'au mode de financement et d'aller jusqu'à l'analyse du financement, notamment lorsqu'il y a un PGE, notamment lorsque j'ai des dettes qui sont différées, notamment lorsque je vais avoir un passif à traiter et peut-être lorsque j'ai aussi le traitement des comptes courants à analyser. Et donc là, on va avoir un vrai rôle de conseil, d'approche, de calcul et de réflexion pour savoir comment on peut au mieux utiliser les comptes courants du cédant, le PGE, peut-être même, et c'est un sujet qui se voyait déjà, mais qui reprend de la vigueur, le fait que le cédant prenne une part minoritaire dans la holding de reprise du repreneur. J'ai coutume de dire que le Covid a modifié les relations cédant-repreneur au sens que on est inévitablement dans le même bateau, je ne vais pas utiliser la même galère, hein, mais dans le même bateau, et qu'il faut que ce bateau-là arrive à bon port et les deux vont faire en sorte que ça puisse arriver. Donc, on est vraiment dans la notion où le cédant n'est plus en train d'essayer de se dédouaner de la structure, mais le cédant est en train d'aider le repreneur à reprendre. Hein. Le schéma change et nous qui sommes au milieu de cette relation, de ce billard à deux qui devient à trois bandes, on a un rôle particulier à jouer parce qu'on peut avoir des conseils spécifiques, on peut avoir une approche beaucoup plus dans le long terme et qui peut aussi aider d'ailleurs le repreneur. Ça pourra avoir aussi une incidence sur le calendrier de reprise. Donc on est vraiment dans une dynamique tout à fait autre. Je vais peut-être donner la parole à Jean-Luc. Merci beaucoup. Donc Frédéric a un peu speedé pour développer tout. Désolé, hein, c'était un peu vite. Non, mais si vous voulez bien, avant de parler des enjeux nouveaux pour la profession, revenir sur quelques points qu'a évoqué Frédéric, qui me semblent importants, ce que je n'ai pas voulu interrompre, pour des raisons de compréhension globale de la démarche. Mais Frédéric vous a exposé les possibilités d'élargissement de la mission, non pas pour faire long et faire plus d'honoraires, mais de sécuriser le repreneur. Bien souvent, je dis souvent quand on fait des réunions, le drame du repreneur, pour le repreneur, c'est quand il tombe amoureux de la cible qu'il veut reprendre.
et où il est pressé de reprendre et où il peut presque vouloir se dispenser de l'audit parce qu'il craint de ne pas avoir l'affaire, sachant qu'il y a quelquefois, pour les belles affaires à reprendre, d'autres candidats. Le risque, bien entendu, c'est que l'absence d'acquisition, c'est un chèque en blanc. Et la confiance, c'est bien sur le cédant, mais la vigilance, c'est mieux encore, d'autant qu'il s'agit quand même au-delà des capitaux, il s'agit également de vrais enjeux économiques et sociaux. Donc, cette mission d'audit d'acquisition est importante et bien souvent, le repreneur essaie de réduire les honoraires pour en faire le minimum parce qu'en fait, il a envie qu'on lui dise que c'est bon. C'est un peu comme à une époque, lorsqu'on avait beaucoup recours à la graphologie pour les recrutements, on regardait les analyses graphologiques d'une façon distanciée. Et si les personnes qu'on avait recrutées nous convenaient, on avait vraiment envie de l'embaucher, et bien souvent, on interprétait à notre façon les éléments qui nous mettaient en garde. Là, vraiment, cette mission d'audit d'acquisition est une mission importante pour sécuriser le repreneur. Et sa limite, bien sûr, c'est la capacité à négocier avec notre client des honoraires pour faire cette mission. Mais à nous aussi, en amont de cela, de lui exposer les risques potentiels que nous devons examiner pour lui. Et même s'il ne reprend pas l'entreprise, parce que peut-être qu'il y a une différence importante entre ce qu'il perçoit et la réalité, il vaut mieux ne pas reprendre que reprendre un canard boiteux et être après empêtré dans une situation très compliquée. Voilà. Donc, à nous quand on mesure l'importance des risques que nous devons regarder dans l'entreprise, sans en faire de trop, bien entendu. Il ne s'agit pas également de prendre un marteau pilon pour écraser une mouche, mais de voir tous les risques potentiels. Tout à l'heure, vous parlez de RGPD, ça existe, ça n'existe pas. Les éléments de procédure n'existent pas. Beaucoup de TPE, PME, qui sont des clients des experts comptables, reposent souvent sur un dirigeant d'entreprise. Est-ce que le fait de son départ ne va pas réduire fortement l'activité parce que beaucoup de choses lui sont rapportées et que c'est l'homme orchestre? Est-ce que les contrats de travail ne permettent pas facilement à un numéro 2 de partir et d'emporter la clientèle? Bref, les éléments sociaux que souvent sont un peu négligés. Et tout à l'heure, Frédéric, vous faisiez un point concernant, par exemple, les élections des IRP, des institutions représentatives du personnel, notamment le CSE. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises font l'impasse là-dessus, malheureusement, n'ont pas forcément un PV de carence, et de plus en plus, même les aides accordées aux entreprises en période difficile sont conditionnées au fait d'avoir tenu ces élections, au fait d'avoir consulté les instances en question pour gérer le protocole de la crise sanitaire. Donc les éléments sociaux sont importants, le climat social, on sait bien à quel point il est important dans les entreprises. Il n'y a pas que les éléments financiers, et tout ce que vient de dire Frédéric, ce que j'appuie bien entendu, les éléments de financement, de coûts cachés ou de dettes qui ont été différées, qu'il faut bien regarder, de créances clients qui n'ont pas été quelquefois suffisamment provisionnées. Donc tous les postes à risque sont bien sûr à regarder de près. Et bien sûr, ça demande un peu de temps. Et la négociation du budget conséquent pour nous, experts comptables, est un point qui mérite d'être pesé sérieusement, sachant que pour le repreneur, il y a un ensemble de coûts. Quelquefois, il y a un intermédiaire qui doit rémunérer parce qu'il doit présenter l'entreprise. Il y a l'audit d'acquisition, il y a les honoraires de rédaction d'actes, et puis il passe du temps. Et souvent, c'est juste un élément d'expérience que je dois vous donner, c'est que on voit quelquefois des repreneurs passer trop de temps dans la négociation eux-mêmes de la reprise. C'est-à-dire qu'ils délaissent quelquefois un peu trop leur entreprise parce qu'ils s'impliquent beaucoup dans le projet de reprise. De la même façon, d'ailleurs, pour les cédants. Quelquefois, les cédants passent beaucoup de temps, trop de temps eux-mêmes dans les négociations, etc., et négligent la gestion de leur entreprise. Et j'ai vu des cas d'entreprises qui perdaient leur valeur,
qui a de moins bons résultats, moins bonne activité, parce que les dirigeants dans les TPE qui ont un rôle considérable sont beaucoup moins présents. Donc, à nous de les apprécier, à nous d'aider notre client à être dûment éclairé pour investir correctement, surtout quand il est à charge de synergie entre son entreprise et la sienne, car souvent, la reprise d'entreprise, au-delà des cas des primo-accédants, de ceux qui sont investisseurs pour la première fois, de plus en plus, on voit quand même des chefs d'entreprise qui cherchent à reprendre une entreprise pour de la croissance externe, pour conforter leur volume d'activité, pour développer des maillons d'une offre plutôt verticale ou horizontale. Donc, à nous de voir ce qui mérite d'être audité, les points de risque. Il ne s'agit pas de contrôler le grand livre, on s'en fiche complètement, mais de bien voir les risques, de les apprécier et de l'aider, ça a été dit tout à l'heure, dans la garantie d'actifs et de passifs pour pouvoir le sécuriser. Sans en faire de trop, il faut en faire quand même, notamment aussi au plan du financement, ça a été dit, je veux insister là-dessus, et sur la valorisation qui ne doit pas être celle d'un instant, mais durable. Enfin, au niveau de la profession, cette crise est aussi porteuse d'opportunités. C'est la philosophie chinoise qui dit de façon les moments de la crise comme également une opportunité. Et nous, effectivement, dans ces missions de reprise d'entreprise, ou de transmission plutôt, c'est une mission par nature transversale, parce qu'elle fait appel à différentes compétences. On est rarement seul dans une telle mission. Il y a toujours au moins un avocat, un expert comptable, quelquefois un notaire, quelquefois d'autres experts industriels. Nous devons travailler en équipe, devons apprendre cela, et nous devons aussi savoir que ces missions peuvent être bien plus larges qu'un simple audit rapide d'acquisition, mais un véritable accompagnement du repreneur de l'entreprise. Au-delà de l'audit, pour la partie valorisation, pour la partie négociation, pour la partie sécurisation, pour la partie opérationnelle après, que ça peut générer pour nous, c'est le point 2 de cette slide, des nouvelles missions. De plus en plus, nos métiers ne sont pas des métiers où on répond à la demande uniquement, mais on peut aussi proposer aux clients d'autres choses, d'autres missions, dans son intérêt, en lui montrant bien l'intérêt qu'il peut en retirer en matière d'amélioration de l'organisation, en matière de sécurisation, en matière de rentabilité. Et bien entendu, notre expérience d'experts comptables ou d'experts qui ont déjà pratiqué quelques transformations d'entreprise, c'est un savoir-faire qui est utile, qui peut être, je dirais, valorisé, bien entendu, parce que ce n'est pas du temps passé, là, c'est vraiment le fait de apporter quelque chose lié à notre expérience. Et puis enfin, dans ces équipes de transmission, parce que souvent on travaille en équipe, alors je disais, équipe transversale, on a souvent un leadership, voilà, qui prend le leadership du pôle conseil de la transmission. Est-ce que c'est l'avocat, l'expert comptable, quelqu'un d'autre, l'éditeur financier, etc. Alors, souvent, on considère que c'est celui qui a la confiance du repreneur. Donc, et souvent, on doit travailler ensemble. Alors, les personnalités font que quelquefois, certains me disent non, c'est à moi d'être leader sur le projet et on cache même quelquefois des choses à l'autre. Il ne s'agit pas de jouer avec des égos surdimensionnés, mais il s'agit quand même de bien faire prendre conscience que le rôle d'expert comptable n'est pas uniquement un rôle basique, un rôle accessoire, mais un rôle qui a toute son importance, voire prépondérant, dans ces missions qui sont des missions à forte valeur ajoutée. Voilà. Je sais que Emeline, qui et les personnes qui travaillent au conseil régional, qui nous aident dans cette comité de transmission, est en régie. Moi, j'ai du mal à voir sur mon écran l'ensemble des chats. Vous avez vu le premier auquel j'ai répondu, mais je vais aller voir. Je ne sais pas si Frédéric les voit tous pour qu'on puisse essayer d'y répondre.
Ousseymin les voit et peut nous en parler et prendre la parole pour qu'on puisse répondre. Parce que je vois qu'il est 9h45, donc on n'est pas trop en retard, grâce à Frédéric qui a speedé vraiment sur ces parties. Et parce qu'il y a beaucoup à dire, bientôt, on pourrait durer 3 heures là-dessus. Donc, comme on n'a pas de dialogue facile, moi, je ne vois pas les questions. Il y a une question qui a été posée, qui est comment faire comprendre à un repreneur amoureux que l'on n'est pas un remède contre l'amour. Est-ce que c'est en le faisant payer d'autant plus? Alors, je pense que ça fait référence à ce que tu disais tout à l'heure, Jean-Luc, sur le repreneur qui est tombé amoureux de la cible qui veut absolument reprendre. Oui. Parce que tu non, peux répondre. Oui, moi j'ai vu au plan pratique un repreneur amoureux. Il voulait tellement il serait cédé l'affaire de sa vie, il voulait absolument la prendre, et le cédant était très hésitant sur les procédures, sur les détails, sur l'audit, etc. En disant, il y en a d'autres qui sont intéressés. Moi, je n'ai pas envie de perdre de temps. Je veux bien signer quelque chose avec vous, mais si on va très vite. Voilà. Et mon client était prêt à passer outre l'audit. Et nous lui avons dit, bien sûr, ce que nous pensions et les risques qu'il prenait. Alors, l'amour est un sentiment extraordinaire et quelquefois permet de vivre dans un nirvana et on est un peu hors sol. Alors, au plan personnel, c'est exceptionnel, c'est magnifique, mais au plan des affaires, c'est plus compliqué. Moi, j'ai un client qui n'a pas voulu de l'acquisition, qui avait accepté les conditions du cédant sans faire de lead d'acquisition. En disant non, je fais confiance, je sens bien la personne, moi j'ai expérience, et il y a eu de graves problèmes. Alors, je ne veux pas être négatif, mais quand même, c'est également un élément de sécurité que de voir le cédant accéder à la demande d'un audit d'acquisition sans forcément qu'il soit excessif, mais adapté à la situation. On ne peut pas imposer à nos clients ce que l'on veut. En plus, notre vocation d'expert, c'est quand même d'être le conseil de nos clients, de les aider. C'est pas de faire du travail pour du travail et des missions pour des missions. Ce qui est important, c'est à quoi ça sert. Voilà. Donc, je sais bien quelquefois que les clients nous disent qu'on peut être négatif, parce que nous, on doit voir le côté risque. Et quelquefois, lui voit le côté produit, le côté commercial, le côté croissance. Il y en a qu'on a la trésorerie qui dort, et je dis c'est dommage qu'elle dort autant utilisée pour reprendre une boîte, mais bien sûr, il faut trouver la bonne entreprise. Donc, il y a d'autres questions que tu as eues, Frédéric? Oui, mais je crois que sur ce sujet-là, juste pour finir, on peut avoir intérêt à un moment donné à être un peu réglementaire, qui est de dire, nous, on considère que dans cette démarche-là, ce serait dangereux, et voire d'écrire, de mettre un mail un peu circonstancié. À la fois, il y a la question de la couverture, c'est un sujet, couverture juridique et protection, mais il y a aussi la question d'aider notre client à un moment donné à réagir. Voilà, ça peut aussi être un petit aiguillon. Il y a une autre question, à quand un guide de l'audit d'acquisition? Je crois que dans le cadre du comité de transmission, il est prévu de certaines productions écrites ou Internet, et effectivement, la partie audit d'acquisition sera forcément traitée. On a commencé des fiches techniques et assez synthétiques. Voilà, ça fait partie des éléments de réflexion et des questions. Mais je rajoute, si celui ou celle qui a posé la question a une compétence en la matière et veut venir nous aider à contribuer à rédiger ce guide, il ou elle est le ou la bienvenue. Dommage, je ne vois pas le mail du confrère ou de la consoeur qui a écrit la question. Voilà. Mais non, c'est open. Tous ceux qui travaillent dans ces comités sont des bénévoles comme vous, comme nous. Et donc, les expériences cumulées font la force de ce qu'on peut apporter à chacun. Une autre question, est-ce que l'ordre propose des formats de rapport d'audit d'acquisition à la fois en français et en anglais? Sinon, est-ce que l'on en a à recommander? Il ne me semble pas qu'il y ait des recommandations précises. Non, parce que chacun est particulier. Parce qu'en fait, le format de l'audit d'acquisition peut être différent. Alors, il y a l'aspect responsabilité, bien sûr, qui doit être évoqué dans cette lettre de mission déjà, parce que le point numéro 1, c'est une lettre de mission qui couvre bien notre mission.
Et tout à l'heure, on parlait du repreneur qui est amoureux de la cible et qui voulait aller très vite. Et j'appuie ce que disait tout à l'heure Frédéric Turbat, c'est que le client qui ne veut pas faire l'audit doit nous inciter, bien sûr, à lui confirmer par écrit les risques qu'il prend et en omettant cette partie importante de la procédure de reprise. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de rapport, mais dans ce qui a été présenté tout à l'heure, il y a des éléments de présentation. Il ne s'agit pas de valider les comptes de l'entreprise, qui souvent déjà un commissaire en compte. Il s'agit quand même, dans ces audits d'acquisition, de cibler les points particuliers qui peuvent intéresser le repreneur, c'est que la dépendance vis-à-vis du cédant, qui peut être un homme clé, tellement clé qu'il bloque tout s'il n'est pas là, la dépendance par rapport à certains clients ou fournisseurs. Donc, le rôle n'est pas de dire oui, c'est bien ou c'est pas bien, c'est d'émettre les zones de risque pour que le repreneur soit dûment éclairé et assume ce qu'il veut faire. Et il accepte ou n'accepte pas. Il y a des hommes clés dans l'entreprise, il y a des points particuliers, il y a peut-être des retards quelque part, il y a peut-être des risques fiscaux, des risques sociaux. Nous devons les soulever. Après, c'est du choix du repreneur de dire j'accepte ou j'accepte pas. Nous, on n'a pas certifié. On a juste à rendre compte et à éclairer de façon la plus honnête possible le repreneur. C'est la raison pour laquelle chaque rapport est différent. Alors, il y a une autre question sur l'existence de lettres de mission type en audit d'acquisition, et il me semble que oui, sur le site de l'ordre, on peut télécharger une lettre de mission proposée par l'ordre. Alors, la question, c'est est-ce qu'il est en français et en anglais? Je crois qu'elle est uniquement en français, en revanche. Mais oui, c'est au site du Conseil supérieur de l'ordre où nous avons prévu 2 lettres de mission, une lettre de mission d'accompagnement du repreneur ou d'accompagnement du cédant. Mais elles sont en français. Autre question, éventuellement? Je ne vois pas d'autres questions. De toute façon, alors, je voulais insister sur quelques points qu'on n'a pas eu le temps de voir ici. C'est que, bien entendu, quand on n'a pas l'expérience de ce domaine, il peut être utile quand même de se former. Nous avons la chance d'avoir dans la profession un organisme de formation d'exception. La SOREF, pour moi, est un organisme magnifique. On a plus de 200 formations qui sont proposées, dont certaines qui concernent la reprise, parce qu'il y a non seulement l'aspect, souvent on pense à l'aspect fiscal. On se dit oui, quelle va être l'imposition du cédant, les plus-values, les droits d'enregistrement, bien sûr que l'aspect fiscal est important. Quand on est conseil du cédant, c'est très important de voir ce qui va rester et les modalités à conseiller. En France, par exemple, on sait que le pacte du train n'est pas assez utilisé, qu'on a un certain nombre d'exonérations, d'abattements qu'il faut connaître pour nos clients. Mais au-delà de l'aspect fiscal, il y a d'autres choses qu'il nous faut connaître, même dans la négociation. On peut être un bon conseil quand on voit avec nos clients, le crédit vendeur, par exemple. On va pas être difficile, ça s'est beaucoup développé. Les clauses d'earn-out, donc des compléments de prix, parce que souvent le vendeur considère qu'il a une pépite, il en veut très cher, et que l'audit ou l'acquéreur veut en mettre un peu moins. Donc, quelquefois, on a du mal à trouver un point d'accord entre les deux. Et bien, quelquefois, on peut trouver ce d'accord si les éléments avancés par le cédant sont vrais, vont se développer et on va avoir des profils aussi importants, bien, très bien, prévoyons une clause de complément de prix pour voir si effectivement il y aura un développement, comme il le dit, du chiffre d'affaires, de la rentabilité de ce qu'on trouve. Donc, notre rôle à nous n'est pas uniquement un rôle de gérer comptable, on s'en fout, mais d'accompagnement. Et la lettre de mission qui est prévue sur le site du Conseil supérieur de l'ordre a été conçue pour ça, pour être l'accompagnant du cédant ou de l'acquéreur, mais l'accompagnant pour être vraiment l'homme ou la femme de confiance avec notre expérience, notre règle de prudence, notre déontologie. Nous souhaitons bien entendu que le patient réussisse, mais aussi, c'est souvent ce qui nous a reproché quand c'est de mettre en avant les risques.
Nous, on n'est pas un investisseur. On ne va pas dire à notre client, allez-y, c'est super, oui, c'est magnifique, on aime cette usine. C'est pas ça la question. On est conseil. On est comme au théâtre, le souffleur pour le comédien qui oublie son texte. On est là pour l'aider. On est un accompagnant et notre démarche, elle doit dépasser largement le cadre comptable ou fiscal ou social, mais vraiment le management et les équipes aussi difficiles à gérer. Donc, et bien souvent, on n'a pas accès toujours à l'entreprise à reprendre avant parce que le cédant ne veut pas que l'on voit les équipes, ne veut pas que inquiéter ses collaborateurs. Donc, pensons à la mission globale d'accompagnement. Il y a une petite question qui est… Pardon, excuse-moi. Oui, juste et aussi, n'attendez pas qu'un client vienne vous solliciter pour une mission. N'oubliez pas que vous avez sous le pied un potentiel de mission extraordinaire. Il ne faut même pas aller chercher très loin. Chez vos clients, regardez chez vos clients qui peut être cédant. Vos clients prennent de l'âge, comme tout le monde, chaque année, on prend tous un an, et il y a des clients qui peut-être peuvent être cédants. Or, la cession, ça s'anticipe. Ce n'est pas 8 jours avant qu'on dit que j'en ai assez, j'ai le Covid, et donc je veux vendre. C'est catastrophique. Ou bien il y a un décès d'un dirigeant dans une TPE, c'est une catastrophe pour la suite. Donc, l'anticipation, ça se prépare. Souvent, il faut 2 bonnes années pour organiser l'entreprise au plan juridique, économique, structurel, l'organisation. Voyons chez nos clients quels sont ceux qui peut-être pourraient être, non pas bousculés, mais aider pour réfléchir à cela. Puis il y en a aussi qui ont un trésor de guerre, qui ont une trésorerie qui dort, qui ne sert strictement à rien, dont la rémunération est nulle quasiment en banque. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de s'intéresser à la croissance externe en reprenant une entreprise dans son secteur ou complémentaire à son secteur? Donc, soyons proactifs, voilà ce que je veux vous dire. Il y avait une petite question complémentaire qui est arrivée pendant que tu parlais, Jean-Luc, qui est par rapport aux auditeurs potentiels. Vous avez parlé des atouts de l'expert comptable pour l'audit d'acquisition. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants et quels sont les atouts faiblesses par rapport à ces autres intervenants? Souvent, quand on parle d'audit d'acquisition, on fait référence à notre profession. Alors, parfois, les cabinets de conseil qui vont chercher des cibles, les cabinets de sourcing qui vont aller chercher des sociétés à reprendre, sont dans certaines situations, aiment bien mettre la main à la pâte et regarder les comptes et faire des petits calculs, etc. Mais ce sont moins des intervenants qui arrivent ne serait-ce pour une question de responsabilité. Ils n'ont pas forcément envie de prendre sur leur tête la responsabilité de conseiller ou de dire les comptes sont bons ou il y a des ajustements à faire. Donc, c'est souvent nous qui intervenons. Quand je faisais référence aux autres partenaires des missions d'audit, je pensais surtout aux notaires et aux avocats et aussi aux cabinets de conseil ou de sourcing. C'est une équipe souvent pluridisciplinaire et avec tous les intérêts de la pluridisciplinarité évidemment, mais qui, dans certains cas ou selon aussi un peu les personnalités de chacun, concourt à donner le lead assez souvent à l'avocat, parfois au notaire quand il y a une relation très spécifique entre le cédant ou le repreneur et son notaire. C'est là où on pointait du doigt le fait que l'expert comptable par notre champ d'application qui est très large et notre champ d'implication qui est très large, a une vraie capacité et une légitimité aussi, il faut le reconnaître par nos compétences intrinsèques, à prendre le lead sur ces missions-là. C'était plutôt là-dessus que je voulais élargir un peu le débat sur notre présence au sein de l'équipe de reprise. Oui, absolument. Tu as tout à fait raison. On a même quelquefois des financeurs qui sont présents dans l'équipe. Hein. Lorsqu'on fait appel à un fonds d'investissement ou un banquier, il est aussi partie prenante sur les modalités du financement. D'où l'importance aussi, on a parlé, c'est le business plan, par exemple, c'est pas du tout un travail basique. Hein. La question, c'est pas de voir le passé et comment ça va demain devenir de manière automatique avec des petits pourcentages, mais de venir réfléchir à un business plan. Pour moi, comme tout budget, c'est un acte politique par excellence. C'est qu'est-ce qu'on veut faire? On est un existant qu'on a pu sécuriser par l'audit, mais demain, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut continuer ce que faisait le cédant? C'est un peu dommage. Autant que le fait de la reprise génère une nouvelle dynamique, un nouvel élan. Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on veut le faire? Est-ce qu'on va s'appuyer? Est-ce qu'il n'y a pas des promotions internes que l'on va devoir assurer pour pouvoir bénéficier des compétences et l'expérience de certains? Bref, le business plan est un point important. Et les modalités de paiement, justement, est-ce qu'on peut financer par
un emprunt à 7 ans? Est-ce qu'on doit vous demander à différer? Est-ce qu'on doit demander à un fonds de rentrer dans le capital pour limiter l'emprunt? Bref, il y a plein de choses. Est-ce qu'on a besoin également de beaucoup d'argent pour développer plus largement l'activité, par des investissements, du développement? Enfin, il y a plein de choses possibles. Notre boulot, et je trouve qu'on fait un métier extraordinaire dans ce domaine-là, c'est que notre culture et notre expérience nous permet de voir large. Notre culture économique, notre culture, pour penser à la stratégie, pour l'organisation, la culture juridique, tout ce que l'on a appris à la mesure de notre expérience est utile là. Puis l'aspect relationnel, l'aspect confiance. Je crois qu'on est arrivé quasiment au terme de notre webinaire, notre matinale, pardon, je ne sais plus comment on les appelle. Donc, merci de nous avoir suivis. Vous êtes encore 162 à être en ligne. Donc, merci à tous. N'hésitez pas à communiquer avec nous au niveau du Conseil régional. N'oubliez jamais que nos comités au Conseil de l'Ordre sont là pour vous aider et que ceux qui vous aident sont comme vous des membres qui veulent s'impliquer et vous êtes les bienvenus dans nos comités divers et variés au niveau du Conseil de l'Ordre, au national ou au régional. L'idée, c'est que notre profession rayonne de plus en plus, avec plus de sécurité, plus de facilité. Et vos questions concernant l'existence de guides, de l'aide, de rapports types nous inspirent et on va y réfléchir. On a beaucoup de projets pour cette année et vos têtes sont les bienvenues. Voilà. Merci à tous et puis je vous souhaite merci beaucoup. Une très bonne journée. L'inconvénient de ne pas être tous dans la même pièce et se voir, parce que le côté visio, bien sûr, on ne vous voit pas, c'est un peu dommage, mais on vous sent. A été facilité parce que la neige a réduit quelques facilités pour le transport et là tout le monde est arrivé à l'heure, c'est très bien. Voilà, donc bonne journée à tous, développez bien votre activité pour la transmission et puis tenez-vous informés, c'est des questions auxquelles on peut répondre après cette matinale, bien sûr on est toujours là. La confraternité, c'est de partager et donc on essaie de le faire avec vous. Merci à tous, merci Frédéric. Merci, bonne journée. Et bonne journée.